Yves Guilloux, alias Ralph, alias Guérin-Sérac, est enfin mort le 9 mars 2022. Il avait 95 ans. Anticommuniste fanatique, suprémaciste européen, fondamentaliste chrétien, c'était un homme de réseau et de secret avec beaucoup de sang sur les mains. Il a été soldat et agent au service de la France, il a combattu en Corée, en Indochine et en Algérie, mais il est aussi passé par l'OAS et la police secrète portugaise, l'Espagne de Franco et l'une ou l'autre dictature sud-américaine. Il a envoyé des mercenaires lutter contre la décolonisation de l'Afrique et a participé au terrorisme de la stratégie de l'attention en Italie. Explorer sa vie, les époques et les idées qui l'ont forgé, c'est plonger dans les égouts de la guerre froide. Entre idéologie et renseignement, au milieu des réseaux parallèles paramilitaires et sectaires. Et on découvre alors une tripotée de fascistes, profitant d'une période faste et internationale pour une fachosphère terroriste, faite d'alliances avec des services et des capitalistes fanatisés à la contre-révolution. Et aujourd'hui, au moment où partout des réactionnaires se proposent d'offrir un dernier souffle à un capitalisme suicidaire, y voir clair dans tout ça pourrait malheureusement nous être utile. Alors bienvenue dans ce portrait du terroriste français Yves Guilloux et de son monde, intitulé « Agent Occident ». Premier épisode, 1926-1953. Yves Félix Marie Guilloux est né le 2 décembre 1926 à Ploubezre, dans les Côtes-d'Armor. C'est une commune de l'arrondissement de Lannion qui comptait autour de 2600 habitants. On ne sait rien de son enfance. De sa famille d'alors, on sait simplement qu'il aura un petit frère, Jean-Joseph. Mais l'histoire d'Yves est une histoire de violence, donc commençons par là, au monument aux morts de Ploubezre. 136 soldats morts durant la Première Guerre mondiale, 25 durant la Seconde. Et il y a bien un Guilloux. Lui est né en 14 et mort au large de la Crète en 41. J'ai fait quelques recherches généalogiques en ligne, mais il y a simplement trop de Guilloux dans le coin. Impossible de savoir qui est de la même famille ou non. Ma meilleure supposition, c'est qu'Yves avait une sœur aînée appelée Yvonne et un oncle appelé Félix Marie, mort pendant la Première Guerre mondiale. Donc avançons plutôt dans le temps pour poser la première question qui semble pertinente, sachant qu'Yves deviendra un énorme fasciste. Celle de sa collaboration ou de sa participation à la résistance. D'abord, il faut dire que dans les Côtes-d'Armor, ça ne rigole pas. Les résistants sont organisés depuis 1941 et réalisent des dizaines d'attaques et de sabotages. Et en juin 1944, après le débarquement de Normandie, ils donnent tout. C'est pas moins de 20 actions qui sont réalisées entre juin et juillet au sud de Lannion. Le bataillon Gilbert harcèle les nazis, et après une attaque de patrouille, ces derniers répliquent en faisant sauter une usine et 3 maisons de Ploubezre. Yves a alors 17 ans. Que fait-il ? Il n'y a aucune trace de sa participation, sauf une, peut-être. Sur cette photo d'une section de la compagnie Roger Barbé du bataillon Gilbert, il y a ce petit gars. Il y a bien une ressemblance, mais impossible d'affirmer qu'il s'agit bien d'Yves Guilloux. Et à vrai dire, ça n'a pas vraiment d'importance, puisqu'on sait que participer à la résistance n'immunise pas contre les tendances réactionnaires. Bref, après encore de lourds combats, Ploubezre est libéré entre le 14 et le 18 août 1944. Dans moins d'un mois, ce sera au tour de Paris, et bientôt la France et l'Europe. On ne sait pas ce que devient Yves Guilloux les 3 années qui suivent, donc intéressons-nous un instant au contexte national d'après-guerre. Après la joie de voir le pays libéré et le Reich puis l'Axe capituler, viennent pour les Français les mois et les années de galère. Entre 1945 et 1947, le pays se relève difficilement, l'économie est en ruine et frappée par une inflation galopante. Et malgré les réformes progressistes, comme la création de la Sécu et la nationalisation d'entreprises stratégiques, les grèves massives de février 1946 reflètent une profonde détresse sociale. On voit réapparaître des marches de la faim. Appuyée par les dirigeants communistes, la grève se propage comme une traînée de poudre. Il y aura jusqu'à 3 millions de grévistes. La France est paralysée. Le ministre socialiste de l'Intérieur, Jules Mock, réagit avec fermeté. Il rappelle les réservistes et envoie l'armée mater les grèves. Sur le plan militaire, la France reconstruit ses forces. Elle s'investit d'abord dans l'occupation de l'Allemagne, avec déjà la volonté de peser sur la refondation européenne. Mais c'est aussi la reprise en main des colonies et surtout, le début de la guerre d'Indochine, dès décembre 1946. Et pour ce qui est de la politique, après le départ de Gaulle et de longues tractations entre communistes, socialistes et centristes, la 4ème République est instaurée au mois d'octobre 1946. Mais changer la Constitution n'y change rien, l'instabilité demeure.
que de problèmes mal résolus ou pas résolus du tout. Le président de la République s'efforce de trouver une solution à la crise ministérielle. En attendant une solution, la crise continue. C'est cette semaine, évidemment, qu'on aura un nouveau gouvernement. Dans le même temps, après les grèves massives, un climat anticommuniste s'installe et est installé, notamment par De Gaulle, qui se retrouve maintenant dans l'opposition. Et tout ça fragilise encore davantage l'unité politique et la stabilité sociale du pays. C'est au milieu de ce mauvais bouillon qu'on retrouve Yves Guilloux, alors qu'il est incorporé pour le service militaire. En mars 1947, il a 20 ans. Après 8 mois à jouer les bidasses, il leur demande et s'engage pour 12 semaines dans une formation d'élève officier de réserve, à l'école militaire de Cherchell, à quelques kilomètres à l'ouest d'Alger. Que sait Yves de l'Algérie et de ses habitants ? A priori, rien. Qu'en verra-t-il lors de ce premier séjour ? A priori, pas grand-chose. Mais le connaissant, on l'imagine déjà convaincu que la France fait ici œuvre de civilisation. Comme la majorité des Français, il ignore probablement encore que la graine de la guerre d'Algérie a déjà été plantée par les Français eux-mêmes en mai 1945. À Sétif, une manifestation dégénère en émeute. En quelques heures, une centaine d'Européens est tuée dans des conditions affreuses. Dans les jours qui suivent, une répression aveugle, impitoyable, fait 12 000 victimes. Après ce bref séjour, Yves quitte l'Algérie en février 1948, et alors que les communistes prennent le pouvoir en Tchécoslovaquie, lui prend la direction de l'école de cavalerie de Saumur, où il va suivre les cours d'officier de réserve. Touché. Non, ce n'est pas une partie de pêche. Voilà comment, avec une maquette, l'école de Saumur fait 8 heures par jour de passionnantes manœuvres. Le général commandant l'école de West Point, le Saint-Cyr américain, a tellement admiré cette réalisation qu'il en a fait acheter tous les plans par son gouvernement. À l'issue de cette formation, Yves obtient sa première affectation. Il est promu au grade d'aspirant et nommé chef de peloton au 2e régiment de Spey algérien le 31 mai 1948. Cette unité est basée à Pirmasens en Allemagne et il la rejoint dès le mois de juin. Il s'apprête à être aux premières loges. Le 20 juin 1948, pour relancer l'économie, Américains, Anglais et Français introduisent dans leur partie de l'Allemagne le Deutschmark. La zone soviétique n'est pas concernée, c'est la rupture. L'URSS ferme les voies d'accès à Berlin. Les États-Unis répliquent en déployant un pont aérien. À la fin de l'année, la menace d'une 3e guerre mondiale est dans tous les esprits. Mais en cette fin d'année 1948, Yves a aussi les yeux tournés vers la France, où le socialiste Jules Mock, sorte de Manuel Valls de l'époque, réprime de nouvelles grèves dans l'industrie minière. Le ton de la lutte anticommuniste est donné et Yves en prend bonne note. Le ministre de l'Intérieur envoie les chars et les automitrailleuses. La répression est impitoyable. Le bilan est lourd. 6 grévistes ont été tués. L'année 1949 est fondatrice pour l'Europe. Elle est marquée par la naissance de la République fédérale allemande, du Conseil de l'Europe, et surtout, en ce qui concerne la seconde vie d'Yves Guilloux, de l'OTAN. Une organisation elle aussi soucieuse de donner le ton de la lutte anticommuniste, puisqu'elle accepte comme membre fondateur la dictature portugaise de Salazar. La même année, à l'Est, l'URSS réalise son premier essai nucléaire, et après la Tchécoslovaquie, c'est la Hongrie qui bascule dans le stalinisme au mois d'août. La Chine suivra le mouvement au mois d'octobre et basculera dans le maoïsme après la défaite des nationalistes. La guerre froide est maintenant bien entamée, les pires craintes des états-majors français quant à la suite de la guerre d'Indochine se réalisent, et Yves est remonté à bloc et prêt à en découdre. Il est promu sous-lieutenant de réserve le 1er décembre 1949, alors que sa première guerre pointe maintenant à l'horizon. Le 25 juin 1950, les troupes nord-coréennes franchissent le 38e parallèle par surprise. Les États-Unis réagissent aussitôt en saisissant le Conseil de sécurité de l'ONU et font voter une résolution appelant la communauté internationale à secourir la Corée du Sud agressée. À l'initiative du ministre des Affaires étrangères Robert Schuman,
La France décide d'envoyer une unité d'infanterie composée uniquement de volontaires. Ce sera le bataillon français de Corée. Une publicité par voie de presse et radiophonique vante le plus beau des voyages. Yves est évidemment volontaire, mais il est encore trop tôt. C'est loin d'être un vétéran. Il restera encore quelques mois affecté en Allemagne avant de reprendre sa formation à Auvour, dans la Sarthe, au camp d'entraînement du bataillon de l'ONU. Le problème, c'est que de retour au pays, tout le monde ne partage pas son engouement pour ce conflit. Les communistes s'opposent à l'intervention américaine et le font savoir dans la rue. Le 14 juillet 1950 a même été l'occasion d'une grande démonstration de force, portrait de Staline et de Maurice Thorez en tête de cortège, et tribunes affichant sa solidarité avec le peuple coréen. Les slogans sont simples, la Corée aux Coréens, le Vietnam aux Vietnamiens. Le sang d'Yves doit bouillir, et il n'est pas le seul. Depuis plusieurs mois, une officine anticommuniste tient tête au rouge sur le front de la propagande. C'est Paix et Liberté. Elle est soutenue par le président du Conseil René Pleven et certains milieux policiers et industriels. Mais est-ce que cette propagande pénètre dans les casernes ? C'est encore pire, elle en sort. La première affiche de Paix et Liberté a été imprimée sur l'imprimerie de l'école militaire par des sous-officiers de carrière. Outre son émission bi-hebdomadaire sur Paris Inter, Jean-Paul David fait éditer affiches et tracts qui inondent les murs de France. Il publie un bulletin, Paix et Liberté, et un fascicule plus détaillé, Défendre la vérité. Dans la guerre des propagandes, tous les arguments sont bons. Yves doit frissonner en parcourant ces pages. Toutes ces paniques morales l'aident peut-être à tromper l'ennui de la caserne. Ça fait déjà plus de 4 ans qu'il est dans l'armée et il n'a toujours pas vu le moindre combat. Mais sa patience finit enfin par payer quand il devient officier de réserve en situation d'activité le 25 août 1951. Grade sous-lieutenant. Cette fois, il est prêt à tuer du communiste. Il part avec le détachement de renfort numéro 6, 500 hommes qui embarquent le 15 novembre 1951 à Marseille pour rejoindre le bataillon français de l'ONU en Corée. Le voyage dure 5 semaines, et Yves fête ses 25 ans. À quoi pense-t-il ? Que lit-il ? Les escales se succèdent, et finalement, il arrive à Yokohama où il débarque le 26 décembre 1951. Yokohama, c'est la base arrière des Américains dans la région. Plus précisément, celle du 23e régiment d'infanterie et de sa 2e division. Le bataillon français de l'ONU est placé sous son commandement, et Yves vient donc y récupérer son équipement américain avant de continuer sa route. Nous avions quitté le Japon depuis 2-3 heures, lorsque j'aperçus cette terre pour la première fois, à travers la brume. Elle n'était guère séduisante, la Corée que je découvrais ainsi dans l'avion qui m'emmenait vers les lignes. En voyant de tous côtés ce hérissement de montagnes, hostiles, couvertes de neige, je me disais, c'est ce pays qu'il te faudra défendre. Le temps qu'Yves rejoigne la ligne de front, récapitulons ensemble une des guerres les plus débiles du XXe siècle. La Corée a été divisée entre soviétiques et américains en 1945, après la défaite des Japonais qui occupaient la péninsule. Cette séparation au 38e parallèle devait être provisoire, mais devient définitive en 1948 quand 2 autoritaires prennent le pouvoir. Kim Il-sung au nord, tendance communiste soutenue par Moscou, Syngman Rhee au sud, tendance fasciste soutenue par Washington. En juin 1950, le Nord attaque. En juillet, les Américains commencent à débarquer à Busan. En septembre, le Sud est réduit à presque rien, mais la contre-offensive américaine débute, et fin octobre, le Sud tient la péninsule pratiquement jusqu'à la frontière chinoise. La Chine entre alors dans la guerre, et la ligne de front est progressivement ramenée autour du 38e parallèle avant la fin du printemps 1951. Elle n'évoluera plus vraiment jusqu'à la fin du conflit. Ce yo-yo, pour vraiment pas grand-chose, a été le théâtre de véritables boucheries. Les Américains avaient les bombardements aériens, et les Chinois avaient le nombre. Our cameras are set up now to show you a French battalion in action. Au milieu de ce merdier, le bataillon français est entré en action au pire des moments, en décembre 1950, pendant la grande offensive chinoise. Les hommes ont vu leur part de boucherie. Ils ont perdu plus de 200 des leurs, ont combattu au lance-flammes et au corps à corps,
parfois par des températures descendant jusqu'à moins 30 degrés. Mais ils savent donner l'assaut aux pitons rocheux et aux bunkers nord-coréens, et ont gagné le respect des Américains lors de batailles importantes, dont la plus célèbre est celle de Crèvecoeur en octobre 51. Crèvecoeur, je connais pas, moi. Les livres d'histoire n'en parlent pas. C'est qu'une escarmouche oubliée. Elle avait même pas de nom, cette cote, juste un numéro. C'était l'hiver. La guerre pourrissait dans la neige et la boue. Pour me conduire en ligne, une Jeep était venue m'attendre au terrain d'aviation proche de Séoul. Quand Yves Guilloux rejoint enfin les hommes du bataillon, il se trouve quelque part par là. Des archives ouvertes et en ligne offrent énormément de détails de ce type. On y trouve notamment des sortes de rapports quotidiens, les journaux de marche du bataillon. C'est comme ça qu'on sait qu'Yves est affecté à la 3e compagnie le 7 janvier 1952, qu'il y est chef de section et qu'il se prend des grenades dans la gueule le 2 mars à 6h du matin. Pour la première et dernière fois, on sait donc exactement ce que fait Yves durant la prochaine année et demie. Quand il s'entraîne, quand il regarde un film, quand il se bat, quand il prend l'avion, quand il joue au foot, quand il va à la messe, quand il est blessé, décoré, ou qu'il apprend qu'il a été promu lieutenant le 12 avril 1953. Alors tout ça c'est très bien, on apprécie la transparence. Mais qu'est-ce que ça nous dit d'Yves Guilloux et de la suite de son parcours de violence ? En fait, pas grand-chose. On y lit qu'Yves semble être un soldat efficace, un sous-officier volontaire et un meneur d'hommes. Mais on le savait déjà au vu des médailles et des citations qu'il a reçues, en particulier pour ses actions d'octobre 52 dans la bataille d'Arrowhead. Les batailles d'Arrowhead, de White Horse et de T-Bone sont parmi les plus violentes de toute la guerre. Et les Français sont à nouveau en première ligne. Comme on n'a pas pu les arrêter, les vaincre, il a fallu les écraser. Et on a écrasé ceux qui étaient restés, malheureusement, qui étaient blessés ou qui ne pouvaient pas se déplacer, qui étaient sur le champ de bataille. Il y a eu des survivants chinois, mais des Français, on a trouvé un ou deux, je crois. Ils ont tous été massacrés. Par notre propre artillerie. Il y avait des morts partout. Il fallait creuser. Le moindre coup de pioche, on tombait sur un crâne. It took him 66 years to return home. Excavated from the DMZ in May, the remains of a Korean War veteran who was killed during a bloody Arrowhead Hill battle have been repatriated. And our Yi Kyung-eun tells us more about our fallen hero. Ça aurait vraiment pu être Yves resté enterré dans cette tranchée. Mais n'y pensons pas trop et revenons plutôt aux journaux de marche. Il nous confirme aussi l'existence d'un bain idéologique imprégné par le religieux et l'idée d'une lutte du bien contre le mal. Tous les hommes du bataillon n'y sont peut-être pas sensibles, mais c'est bien le registre qui sera plus tard celui du très catholique Yves Guilloux. Ça se matérialise dans les visites au bataillon de membres du clergé coréen, comme Monseigneur Mousset et Monseigneur Laribo, mais c'est aussi présent dans les discours de gradés américains, où le communisme est associé au meurtre, au vol ou au mensonge, voire carrément à une forme diabolique de gouvernement. Seulement, tout ça est encore plus clair directement dans les pages de la revue Le Piton, éditée par le bataillon lui-même, où en juin 1951, un lieutenant-colonel exhorte. « Rappelle-toi, tu vivais une vie morne et facile dans un monde corrompu lorsque le cri d'appel pour la nouvelle croisade a été lancé. Il fallait lutter contre les forces du mal pour sauver la liberté, la justice, les droits de l'homme. » Tout ça est terrifiant, mais pas vraiment nouveau. Et au bout du compte, pour ce qui est de la suite du parcours d'Yves Guilloux, les vraies révélations des journaux de marche se trouvent à mon sens ailleurs. Quand ils nous apprennent qui Yves a pu croiser sur sa route ou non. On apprend par exemple qu'il a raté de quelques mois le journaliste et romancier Jean Lartégui. Et c'est dommage, parce que lui deviendra un grand prosélyte des méthodes des paras français comme Yves, dans ses romans dont les titres sentent la Rome antique et l'Empire. On apprend aussi qu'Yves est arrivé au bataillon au moment du départ du général Magrin-Verneret, plus connu sous le pseudonyme Ralph Monclar depuis son passage dans les forces françaises libres. L'idée d'Yves de se faire appeler Ralph après son propre passage à la clandestinité ne vient donc peut-être pas de là. On peut aussi souligner la présence de Bertrand Dessèze au sein du bataillon en même temps qu'Yves. Ils se retrouveront en 1962 au sein de l'OAS, mais pour le moment, Dessèze est second au commandement, et on imagine mal qu'ils aient pu avoir beaucoup de contacts.
Mais surtout, on apprend que la 3e compagnie d'Yves a été commandée durant plus de 8 mois par un certain Joël Le Tac. Et c'est ici que les choses deviennent sérieuses. Le Tac est breton, engagé de la France libre à Londres dès juillet 40. Il a été breveté parachutiste et formé à la guerre subversive par les forces spéciales anglaises. Il a participé à la création de la première unité action du BCRA, les services de renseignement gaullistes. Il a fait des mois de clandestinité dans la France occupée où il a monté le réseau de résistants Overcloud. Arrêté et déporté, il est rescapé des camps allemands en 1945. Après la guerre, il a rejoint la DGER, l'ancêtre du SDEC, lui-même ancêtre de la DGSE. À partir de 1947, il a été organisateur du Rassemblement de la jeunesse française, un mouvement de jeunesse gaulliste et anticommuniste. Le Tac s'est d'ailleurs engagé au bataillon de Corée parce qu'il était poursuivi par la police pour des actes anticommunistes, et il y a débuté son engagement comme officier de renseignement avant de commander la 3e compagnie d'Yves. Après la Corée, il fera le coup de poing contre les communistes au sein du service d'ordre gaulliste, puis sera journaliste à Paris Match, où il donnera encore quelques coups de main à la propagande de l'armée à Suez et en Algérie, où en 1958, il signe des photos de cérémonies de dévoilement de femmes algériennes, en réalité réalisées par le service cinématographique des armées. En plus de leurs origines et de leur anticommunisme, les similitudes avec la suite du parcours d'Yves sont troublantes. Lui passera parachutiste moins d'1 an après leur rencontre. Il appartiendra au service action du SDEC dans moins de 5 ans, sera plus que probablement gaulliste au mois de mai 1958, puis passera à son tour dans la clandestinité moins de 4 ans plus tard. Seulement à la différence de Le Tac, qui deviendra député puis président de l'INA, Guillou deviendra terroriste. Mais avant d'approfondir tout ça, voyons d'abord comment s'achève la guerre de Corée. En novembre 1952, le général Eisenhower, héros de la Seconde Guerre mondiale, est triomphalement élu à la présidence des États-Unis. Il fait l'honneur d'une visite au bataillon français. Une sacrée distinction. Eisenhower laisse entendre que l'arme atomique pourrait bien un jour être utilisée. Le message est bien reçu par Mao. Quand Staline meurt, Pékin et Pyongyang lâchent prise. Le 27 juillet 1953, l'armistice est enfin signé, sur une frontière qui n'était pas si éloignée que cela du 38e parallèle. Sentant peut-être que cette guerre était déjà terminée, Yves se barre avant la fin, le 30 mai 1953, par bateau. Un long voyage l'attend, pendant lequel il repense aux tranchées. La moitié de la Corée restera communiste, il le sait, alors pourquoi ses camarades sont-ils tombés ? N'y a-t-il pas d'autres méthodes pour mener cette 3e guerre mondiale qu'il a vue de près ? Il repense peut-être aux histoires de Le Tac, aux opérations clandestines et à cette guerre d'un genre nouveau qui avait permis aux Alliés de prendre le dessus face aux nazis. En tout cas, quand il débarque à Marseille au mois de juillet, il semble déterminé à être plus qu'un simple soldat et à intégrer un corps d'élite. Et après un peu de repos et un séjour dans sa famille, il met son nouveau plan de carrière en action. D'abord, une visite au 18e régiment d'infanterie parachutiste de choc basé à Pau, où il est breveté para le 3 septembre. Ensuite, une baignade au centre de formation de la base navale de Saint-Mandrier, où il est breveté nageur de combat. Avec son expérience du front et ses décorations, et alors qu'il n'a que 26 ans, voilà tout ce qui manquait à Yves Guillou pour rejoindre les forces spéciales. Le 25 septembre, il est nommé chef de section dans la première compagnie du 1er bataillon de parachutistes coloniaux, intégré à la demi-brigade coloniale de commandos parachutistes, un régiment au lien historique avec les SAS anglais, avec lesquels il partage une devise « Qui ose, gagne ». For foreign internal defense, for unconventional warfare, for strategic or tactical reconnaissance, for strategic and tactical psychological operations, for civil affairs operation, for special aviation missions, for sabotage, for terrorism counteraction, special operation forces are ready. Nées dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale, les forces spéciales bricolent depuis entre barbouzerie et armée régulière. La doctrine d'emploi de ces forces modernes est encore floue, mais certains gradés français s'affairent à en dessiner les contours. L'Indochine, où la France est empêtrée depuis bientôt 7 ans, est leur terrain d'expérimentation. Et c'est la direction qu'emprunte Yves Guillou dès le mois d'octobre 1953. Dans le prochain épisode, on verra comment la France tentera de poser sur cette guerre coloniale le vernis d'une bataille contre le communisme international, et comment ce conflit deviendra un laboratoire de la guerre subversive et le berceau d'une doctrine militaire française taillée pour se répandre comme une traînée de poudre, et dont Yves Guillou deviendra l'un des ambassadeurs.
You've seen the men of your army in Korea, how they fight and why they fight as well as they do. Because they're the best trained, the best equipped, the best led, and the best informed soldiers in the world today. But remember, Korea is only part of the big picture. Everywhere throughout the world, that soldier is on guard against communist aggression, and he's ready to fight back against great odds, just as he did in Korea.